Allez, camarades, installez-vous, on va commencer notre débat. D'ores et déjà que Joe Fortuny de l'UFR Ports-et-Docs se prépare. Bonjour à tous. Je vous apporte le salut fraternel des retraités de la Fédération nationale des ports et docks. Depuis plusieurs années, la situation des retraités se dégrade, notamment du fait des attaques conjointes des gouvernements successifs et du patronat, accompagnés pour cela par des organisations syndicales complaisantes. Avec des attaques en règle sur notre pouvoir d'achat et par la non-revalorisation de nos retraites et les remises en cause permanentes de notre sécurité sociale, nous, retraités, attachés aux acquis issus du Conseil national de la résistance, devons tout mettre en œuvre par l'action menée conjointement avec nos camarades actifs pour pérenniser notre système social solidaire. Nous apportons notre contribution au document d'orientation en portant à la réflexion quelques points qui nous paraissent importants de mettre en œuvre. La revalorisation annuelle de nos pensions, en prenant en compte la réalité des hausses subies ainsi que de l'impact des déremboursements de la sécurité sociale. Toutes ces mesures qui imputent notre pouvoir d'achat. La restauration de la demi-part concernant les veuves. L'abattement de 10% pour les familles de 3 enfants et plus. Le droit à l'organisation du suivi post-professionnel au sein de la sécurité sociale avec relance systématique des dossiers et maintien des visites médicales tous les 2 ans. Car nous avons beaucoup chez nous de camarades qui sont atteints de la maladie de l'asbestose. Nous rappelons le Congrès à dénoncer l'accord de certaines organisations syndicales, MEDEF, visant à diminuer d'une façon drastique les retraites complémentaires à partir de 2019. Plus spécifiquement, pour la branche docker, nous sommes depuis des années dans l'attente d'une solution de révision des calculs de pension, sachant que les dockers retraités subissent une injustice consécutive à la réforme portuaire de 1993. Sur le problème de la continuité syndicale, malgré l'activité de notre commission technique de retraités au niveau de la fédération, de nos sections syndicales de retraités, nous constatons que chaque syndiqué actif ne reste pas systématiquement aux retraités syndiqués. Bien sûr, il y a une continuité variable entre les différentes branches. Chez les portuaires et les dockers, la continuité est quasi automatique. Par contre, nous sommes confrontés dans les autres branches de nettoyage, manutention aéroportuaire et ferroviaire, et en grande difficulté à ce sujet. On va terminer, camarades. Je vais terminer. Alors, si la poursuite de la politique antisociale menée depuis 5 ans, nous voulons une politique basée sur la justice sociale. Nous ne pouvons nous tromper au moment d'effectuer notre devoir de citoyen. Le résultat des urnes doit être d'opposition à la droite et à l'extrême droite. Il ne pourra se passer comme en 1936 une mobilisation populaire et des travailleurs pour le progrès social. Pour finir, nous réaffirmons notre attachement aux relations internationales, à leurs améliorations, à la fraternité avec les organisations progressistes et démocratiques et considérons le mouvement pacifique comme prioritaire de l'action syndicale. Vive le 11e congrès, vive la CGT. Merci. Donc, Adelien Daniel, UFR, les organismes sociaux. Je vais juste commencer par un petit coup de cœur, là, parce que hier après-midi, les débats étaient très intéressants. Sois debout, camarades, les camarades. Debout. Il y a mes camarades qui disent que j'ai mal à un genou. Oui, les débats étaient très intéressants hier et je partage ce qu'a dit François, beaucoup de solidarité. Mais en finale,
perspective d'action zéro. Il faut aussi qu'on y regarde, hein, parce que si on veut contribuer à ce que ça avance au niveau de la CES, de la FERPA et de l'Europe, il faut aussi qu'on s'appuie sur ce qu'en pensent les retraités et ce qu'ils sont prêts à faire et ce qu'ils sont prêts à agir. Non, je ne m'appuie pas sur toi, camarade. Alors, pour ça, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à hier. Je vais faire court, je ne vais pas dire tout ce que j'avais prévu de dire, parce que je sens bien que c'est long. Et parce que ça m'amène à parler de l'action qu'on va avoir le 30 à la fin du mois. Et moi, si je partage, et si nous partageons dans notre union fédérale des organismes sociaux la démarche de l'UCR au niveau unitaire, l'accord à 9, à 6 organisations, 7 avec nous et 2 associations, si on peut s'en féliciter, on peut aussi s'interroger sur avec qui on a passé ces accords et quelle est leur attitude. Moi, je suis issu d'un département, enfin, je ne suis pas issu, je viens d'y arriver, je dis des conneries. Je viens d'arriver dans un département qui est le 29, le Finistère, où dans toutes les actions qu'on a avec les retraités, on était à 5. On était à 5 parce qu'on n'avait pas la CFTC, on n'avait pas la CGC, et on avait FO. Alors, ils pointent leur nez maintenant dans les manifestations, mais il faut peut-être que devant les retraités qu'on appelle à l'action, on s'explique par rapport à leurs responsabilités, plus particulièrement CGC, CFTC, sur les accords qu'ils ont signés depuis qu'on est ensemble en 2014. Hein. Mais s'il faut qu'on s'explique avec eux, il faut aussi qu'on fasse un peu la clarté chez nous, dans la maison, hein, pas seulement avec les autres. Alors quand je dis ça, c'est parce que quand je lis l'appel, le dernier appel des 9 pour l'action du 30, moi je me pose des questions. Enfin, je me pose des questions, je partage sur le fond, mais comment on peut écrire ensemble que la CASA est une mesure qui s'ajoute aux autres en matière de fiscalité? C'est faux. La CASA, mes camarades, c'est quelque chose qui a été inventé par le gouvernement. Ces 0,3% qui sont ponctionnés, c'est vous qui payez, mes camarades. Comme disait Coluche, faites attention, c'est votre pognon. Ils sont ponctionnés sur nos pensions, sur les pensions de retraités, pour payer, ça aurait dû être comme ça, financer la mise en œuvre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. En année pleine, c'est 700 et quelques millions d'euros qui sont reversés à la CNSA. Et depuis que la CASA a été créée, depuis 2013, les retraités, vous en avez vu un centime? Non, on parle encore, et c'est une revendication de l'UCR aujourd'hui, on parle encore de se battre pour la deuxième partie de la loi. Alors moi, je m'interroge. De la même façon, je vais faire très court, hein, et quand on dit que les retraités ne peuvent pas se payer une mutuelle parce qu'il y a le plafonnement des mutuelles sur les remboursements, alors ça, c'est les contrats responsables. Ce n'est pas une décision des mutuelles déjà, c'est une décision des gouvernements. Mais si les retraités ne peuvent pas se payer une mutuelle, c'est parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, c'est parce qu'est passé depuis l'ANI qui fait que maintenant les contrats qui sont conclus dans les entreprises excluent systématiquement les retraités. Alors, on va continuer comme ça longtemps à accepter que des retraités payent aujourd'hui 100, 120, 150 euros de cotisation? Non, il faut qu'on fasse la clarté, mes camarades. Hein. Il faudra terminer, mon camarade. Je termine en disant que j'aurais bien aimé qu'on parle un peu plus de la Sécu, parce qu'entre nous, imaginez que demain on n'ait plus de sécurité sociale. On en a débattu avec des retraités dans le département. Quel est le moyen, le seul socle de solidarité dans notre pays aujourd'hui? Actif, retraité, c'est la sécurité sociale, mes camarades. Alors qu'on arrête de scander une sécu de haut niveau, qu'on aille se battre dans la rue avec les retraités, avec les actifs, pour que cette sécu de haut niveau, on la gagne et qu'on cesse un petit peu toutes ces hémorragies. Je suis désolé, je n'ai pas pu dire tout ce que... Mais je vais laisser la place aux autres. Merci beaucoup. Le Mignon Gilles, de la Fédération des travailleurs de l'État. Donc je me présente en Gilles Le Mignon, de l'Union fédérale des retraités des travailleurs de l'État. Probablement poussé par l'OTAN qui pousse ses membres à un surarmement et à une agression dirigée contre certains pays et au nom de la sécurité intérieure, en parfaite continuité avec le quinquennat de Sarkozy, Hollande a multiplié les opérations extérieures. 9 lieux principaux d'intervention militaire, 25 opérations militaires, c'est le bilan du va-t-en-guerre du président Hollande qui a fait de la guerre une pierre angulaire de sa politique étrangère. Le résultat de cette situation a été d'attiser les crises et d'exposer partout la France à l'enlisement. En effet, l'entreprise militaire française sur les terres des ex-colonies d'Afrique n'a pas apporté de réponse politique, diplomatique, économique aux crises durables dans ces pays.
Que ce soit en République centrafricaine, au Mali, au Gabon notamment, aucun horizon de sortie de crise ne semble se dessiner. Ces expéditions militaires représentent chaque année depuis 2012 un surcoût de plus de 1,1 milliard d'euros. La France est passée de la 5e à la 3e place des pays exportateurs d'armes au monde, derrière les États-Unis et la Russie. Les sommes liées à l'export ont été multipliées par 10 en 3 ans. Ce budget doit dépasser 32 milliards d'euros en 2017 à 41 milliards d'euros en 2020, soit une augmentation de 31%. Et dans le même temps, on ferme des hôpitaux militaires, on continue les restructurations, fermetures de sites et baisse d'emplois. On constate que l'armée française n'a jamais été aussi présente hors du territoire national. Ces ventes d'armes orchestrées par le ministre de la Défense sont aussi l'une des conséquences des conflits armés à travers le monde. Notre pays n'hésite pas à vendre des armes au Qatar ou en Arabie Saoudite, soupçonnés de soutenir le terrorisme, engendrant ainsi des exactions en Europe et à travers le monde. Nous avons la preuve que la guerre appelle plus de guerre, plus de violence et de haine. Malheureusement, ceux qui gouvernent notre pays ne l'ont pas compris. C'est une toute autre politique étrangère en matière de défense que la CGT préconise, avec une politique de paix qui passe par des solutions négociées et à la valorisation des droits humains et à la construction d'un avenir pour tous les peuples. Autant d'argent gaspillé, cela doit nous interpeller, actifs comme retraités. Mais où et quand va s'arrêter cette surenchère militaire dictée par les industriels d'armement? Des milliers de voix s'élèvent pour empêcher cette dérive militariste et guerrière. Les manifestations ont eu lieu en fin d'année dernière sur l'initiative du mouvement de la paix pour dire stop à la guerre et aux violences. Une pétition en ligne a aussi été mise en place avec énormément de signataires. Les armes ne sont pas des marchandises comme les autres. C'est bien pour cela que leurs études, leur fabrication, leur entretien, leur commerce et leur déconstruction doivent échapper à la règle et à la concurrence et du profit. C'est pourquoi notre fédération et travers l'État a porté pour revendication la mise en place d'un pôle public national de défense. Comme les actifs, notre Union fédérale des retraités a décidé de porter par toutes les sections et syndicats de retraités cette idée de construire donc ce pôle national de défense, PPND, garantissant une défense nationale indépendante et d'une sécurité pour le pays. La paix, le vivre ensemble, ce sont des motivations, des valeurs, ce sont des piliers de la démocratie qui donnent de l'équilibre pour un développement humain durable. Les retraités avec les actifs font toute leur place dans cet objectif de paix et de combat social. Merci. Hervé Rigaud, de l'USR 37. Oui. Bien, je voudrais revenir sur le rapport d'introduction. Premier point, sur la question internationale, je déplore que la question de la Grèce n'ait pas été abordée. En effet, la Grèce, c'est le laboratoire des politiques néolibérales en Europe. Sur la Grèce se sont acharnés les créanciers, à savoir l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. Un gouvernement qu'on pensait porteur de progrès a été élu en Grèce avec Syriza, mais le président de la Communauté européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré qu'il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens. Traités européens qu'entre parenthèses, la France a renforcé. La question, depuis, à peu près 2 fois par an, il y a un bras de fer entre les créanciers et le gouvernement grec. Il est très important de savoir qu'au centre de ce bras de fer, c'est la question des retraites qui est centrale. La question de la retraite est centrale et au centre du rapport de force. Ça démontre que la question des retraites, ce n'est qu'une composante du coût de ce qu'ils appellent le coût du travail. Et c'est sur le thème du coût du travail aussi que se sont déroulées les politiques de François Hollande en France. Ce qui fait aussi apparaître que les retraités ne sont pas une catégorie à part. Les retraités sont une composante du salariat, les retraités sont une composante du monde du travail, et nous devons en tenir compte. Notamment, je pense qu'il faut tenir compte de cet enseignement et cette dimension-là quand on aborde ce que doit être notre activité.
Je pense que on passe beaucoup de temps sur les questions de structure et beaucoup de congrès sur les questions de structure des retraités, alors que moi, ce que j'attends, c'est qu'on travaille sur la nécessité de passer à un niveau supérieur de travail en commun au sein de la CGT, entre les générations, entre les retraités et les actifs. Ça me paraît être ça le principal point sur lequel on devrait travailler. Deuxième point sur la démographie, ça sera le dernier. Bon, je pense qu'il faut aussi ne pas se faire d'illusions et ne pas prendre pour argent comptant les projections qu'on nous donne sur la prolongation de la durée de la vie et sur les effectifs de retraités qui grandiraient dans la société. Je pense qu'on n'en prend pas du tout le chemin. Hein, si on a eu des progrès jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une tendance sur la... Oui, je suis trop long. Une tendance sur la réduction du temps de travail, c'est parce qu'il y a eu la sécurité sociale, bon, et la retraite à 60 ans. Or, tout ça, ce sont des points sur lesquels on est en train de perdre. Donc, si on perd sur ces 3 points-là, eh bien, on va aussi perdre en espérance de vie. Il ne faut pas se faire d'illusions sur la révolution démographique qu'on cherche à nous vendre. Voilà, c'est tout. Merci, Hervé. Duo Jacqui, de l'UFR Fédération Verre et Céramique. Oui, mes camarades, une petite question. Est-on favorable à l'accès aux soins pour tous les habitants, indépendamment de leurs ressources financières? À cette question, naturellement, on répond oui. Nous sommes donc, normalement, favorables à la sécurité sociale universelle. Or, mes camarades, cette revendication n'apparaît pas, ou plutôt n'apparaît plus, dans les repères revendicatifs de notre CGT. La santé est un droit fondamental pour accéder à une vie décente. L'accès aux soins de chaque être humain pour se maintenir en bonne santé ne doit pas dépendre de ses capacités financières personnelles. La création de la sécurité sociale, il y a plus de 70 ans, a été un pas de géant pour réaliser cet objectif. Cependant, aujourd'hui, l'insuffisance de la couverture des frais par les caisses primaires d'assurance maladie génère un reste à charge important de l'assuré. Ce montant financier, appelé ticket modérateur, encore aujourd'hui, est l'instrument pervers d'un renoncement aux soins de la fraction la plus modeste de la population. Cette population est contrainte de faire des choix au détriment d'un suivi médical régulier. C'est une source d'injustice sociale et d'aggravation des inégalités. Des organismes complémentaires offrent la possibilité de couvrir ce ticket modérateur. D'ailleurs, la loi vient de faire évoluer le paysage de la couverture sociale par la généralisation d'une couverture santé obligatoire pour toutes les entreprises, sans exception, ne relevant pas des régimes spéciaux. Or, le caractère obligatoire de ce dispositif conduit à ancrer solidement la dualité du remboursement des soins. En effet, les chômeurs, les familles, les retraités sont exclus de cette nouvelle mouture. Cette évolution ne répond pas à l'exigence d'universalité qui devrait être la règle dans le domaine de la santé. Le salarié, lorsqu'il part en retraite, en plus d'une perte du pouvoir d'achat du fait d'une pension trop faible, qui a souvent besoin de plus de soins, doit recourir à une complémentaire individuelle pour lui et sa famille, qui bien souvent est plus chère. D'autant plus que n'ayant plus d'employeur, il ne bénéficie plus de la part socialisée employeur. L'exigence de prendre une complémentaire est un procédé onéreux et très inégal. Onéreux car les frais de fonctionnement cumulés des complémentaires sont au même niveau que ceux de l'assurance maladie obligatoire. Cela signifie qu'un assuré paye 2 fois les mêmes frais sur l'ensemble du pays en ne recouvrant qu'à un seul opérateur pour rembourser les frais de santé. Il est possible d'économiser, mes camarades, 6 milliards d'euros. Inégal car dépendant de l'emploi ou du travail exercé et aussi de l'âge de l'assuré. Dans le registre des complémentaires, la solidarité intergénérationnelle s'est évaporée. Mes camarades, la CGT aurait-elle abandonné cette revendication de sécurité sociale universelle? Dans quel but? Protéger les complémentaires ou marchands de santé? Je n'ose le penser. Il est pourtant possible de faire autrement et d'aller vers une sécurité sociale véritablement, complètement solidaire, en gardant nos complémentaires, mais pour d'autres missions. Alors, comme j'ai plus le temps, je vous rappelle qu'il existe en Moselle, Alsace et les 2 départements ce qu'on appelle le droit local
qui est une sécurité sociale complémentaire. Donc je vous appelle à vous rapprocher de ces camarades-là, ils vous expliqueront très bien. Merci. Merci. Mario Carrera de l'UFR Équipement. Chers camarades, j'ai pu constater que plus on vieillit, plus on a des problèmes de santé. Et que malheureusement, cela ne peut que s'aggraver. Heureusement, il existe la médecine. Celle-ci, si on lui en donne les moyens, peut ralentir les processus, les adoucir. Elle peut apporter un maximum de confort physique et psychologique aux personnes âgées et très âgées. Cela implique des médecins, bien sûr, des personnels infirmiers, des kinésithérapeutes, des médicaments, des remèdes, etc., etc. Un système de santé très efficace avait été mis en place, c'est pas possible, sur la base de la grande conquête ouvrière, la sécurité sociale. Le budget global et le forfait hospitalier, le numerus clausus limitant drastiquement le nombre de médecins, l'instauration de la CSG, le plan Juppé plaçant les dépenses de santé et de sécurité sociale sous la tutelle de l'État, la loi Bachelot, les 445 milliards d'euros d'exonération de charges sociales de 1995 à 2016 sont quelques-unes des mesures à l'origine du désastre actuel, auquel la loi santé dite Touraine ajoute de nouvelles terribles mesures qui sont essentiellement l'ambulatoire et les groupements hospitaliers de territoire. Avec l'ambulatoire, les hôpitaux continuent à pratiquer les opérations, mais n'hospitalisent plus. On vous opère et ensuite vous vous débrouillez avec vos pansements et tout le reste pour rentrer chez vous par les moyens le plus économiques possible. Avec les GHT, les hôpitaux sont regroupés et ils n'hospitalisent plus. On harcèle les personnels, on leur rend la vie impossible en modifiant les horaires, en désorganisant les services. On supprime 22 000 postes et 16 000 lits. Si bien qu'au début de l'hiver dernier, Marisol Touraine pouvait annoncer que le bilan de l'épidémie de grippe sera probablement lourd. Et on l'a vu, il était très lourd. Il y a eu 8 000 morts supplémentaires. On a vu les urgences déjà surchargées, l'air encore plus. Au point que le directeur de la fédération hospitalière, effrayé par la situation, a déclaré qu'on avait peut-être fermé trop de lits. Oui, on a fermé trop de lits, trop de postes, trop de ressources, trop d'hôpitaux, abrogation de la loi santé, dite Touraine. C'est pour nous une question de survie. Merci. Oui, oui.